Merci infiniment d'être venu sur notre chaîne. Votre présence ici, c'est vraiment important pour nous. Nous sommes heureux de vous accueillir ce soir. Aujourd'hui, nous allons voyager ensemble aux États-Unis. Pas un voyage pressé avec des horaires et des listes à cocher. Non, c'est un moment calme, un récit tranquille fait pour vous détendre, pour vous relâcher après une journée bien remplie. C'est le genre d'histoire qu'on écoute plutôt qu'on ne regarde, où on peut fermer les yeux et se laisser porter par les mots. Ce qui compte vraiment ici, c'est l'histoire elle-même. Les images ne sont que de l'accompagnement discret. Vous pouvez regarder ou simplement fermer l'écran et écouter. Que ce soit avant de dormir ou pour vous offrir ce moment de calme dont vous avez besoin. Ce récit est conçu pour ça. C'est un vrai repos pour l'esprit. Alors, installez-vous confortablement. Fermez les yeux si vous le souhaitez. Laissez-vous guider par cette histoire de l'Amérique. Nous commençons. Les États-Unis se réveillent chaque jour dans 6 fuseaux horaires à la fois. Pendant que quelqu'un regarde le lever du soleil sur la côte atlantique, à l'autre bout du continent, d'autres se préparent encore à aller dormir. C'est difficile à imaginer, mais c'est la réalité quotidienne d'un pays où le territoire s'étire d'un océan à l'autre sur une distance si grande qu'on peut conduire pendant 3 jours et se sentir comme on vient de quitter sa région natale. Voici ce qui frappe les gens dès qu'ils commencent à découvrir ce pays. La vallée de la mort, en Californie, détient un record simple et absolu. C'est l'endroit le plus chaud où l'homme a jamais mesuré la température sur Terre. Pas une légende, pas une exagération. Et pourtant, à quelques heures de route de là, vous pouvez trouver de la neige dans les montagnes de la Sierra Nevada. Dans le même état, dans le même jour de voyage en voiture, vous pouvez passer du désert torride à des forêts de sapins gigantesques qui touchent presque le ciel. Le Grand Canyon existe réellement, et c'est encore plus impressionnant que ce qu'on en voit sur les photos. Ce n'est pas juste un grand trou, c'est une cicatrice colossale dans la terre, si profonde et si vaste que votre esprit a du mal à saisir ses dimensions. Vous pouvez vous tenir à son bord et voir des couches de roches qui racontent l'histoire du monde pendant 2 milliards d'années. Les géologues y lisent comme dans un livre ouvert. Pour les voyageurs ordinaires, c'est simplement vertigineux. Les chutes du Niagara ne cessent jamais. Elles tonnent en permanence, versant des millions de litres d'eau chaque minute. Elles sont à la fois la ligne de démarcation entre 2 pays et un spectacle que des millions de gens viennent voir année après année. L'eau tombe, l'écume s'élève et le bruit remplit vos oreilles avec une présence presque physique. C'est l'une de ces rares merveilles que la nature a créées sans l'aide de personne et que les gens modernes continuent à venir contempler comme si c'était la première fois. Yellowstone, situé sous les États du Wyoming, de la montagne, de la roche et de la Californie, est un volcan géant qui respire. Des geysers explosent régulièrement. Le plus célèbre, le Vieux Fidèle, jaillit tous les 90 minutes environ, propulsant de l'eau bouillante jusqu'à 50 mètres de hauteur. L'eau souterraine, ici, est si chaude et si chargée en minéraux qu'elle crée des piscines colorées impossibles à croire. C'est comme si la Terre montrait ses entrailles décorées au monde entier. Les gens se demandent, c'est réel ou c'est un parc à thème très élaboré? Non, c'est simplement la Terre qui fonctionne différemment sous cet endroit particulier. Il y a une région
appelée la ruelle des tornades. Elle s'étend sur plusieurs États des grandes plaines. Pendant certaines saisons, le ciel se transforme. Les tempêtes se forment rapidement. Les tornades naissent et disparaissent en quelques minutes. Pour les habitants locaux, c'est simplement une partie de la vie. Pour les autres, c'est difficile à comprendre comment les gens vivent ici, mais ils le font. Ils ont construit des abris, des règles de sécurité, une culture adaptée à ces cieux imprévisibles. New York City concentre plus de gens dans une petite parcelle de terre que beaucoup de pays n'en contiennent sur tout leur territoire. Et pour certains qui y vivent, ce n'est pas une bizarrerie, c'est simplement normal. Les gratte-ciels ne sont pas une exagération architecturale. Ils sont une nécessité pratique. Quand 8 millions de personnes veulent vivre au même endroit, elles montent vers le ciel. Et cela crée une ville qui fonctionne comme une fourmilière humaine, avec ses propres règles, ses propres rythmes, sa propre gravité qui attire les rêves du monde entier. Las Vegas se dresse au milieu du désert du Nevada, comme une oasis construite par des gens qui n'avaient pas tout à fait confiance dans la nature. Les lumières scintillent la nuit 24 heures par jour. Les hôtels pompeux imitent des villes célèbres du monde entier. Paris, Venise, Rome, tout est là, en version compacte et étincelante. C'est drôle, impossible et complètement faux. Et c'est exactement pour cela que les gens y vont. C'est un mensonge agréable, un rêve architectural installé dans le sable. Les autoroutes américaines elles-mêmes sont remarquables. Les lignes droites s'étendent parfois sur plus de 100 km sans courbe notable. Vous conduisez, 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 et l'horizon reste exactement le même. C'est hypnotisant, c'est un peu effrayant, c'est magnifique, c'est alien. Pour celui qui n'a jamais connu que des routes européennes, avec leurs courbes et leurs collines, conduire en ligne droite pendant des heures est une expérience presque inhumaine. Voilà donc les premières impressions, des extrêmes, des contrastes, de l'immensité, de la démesure, des records sans fin. Ce n'est pas un pays qui fonctionne à l'échelle humaine habituelle. C'est un endroit où les chiffres deviennent abstraits, où les distances perdent leur sens et où la nature et la civilisation jouent un jeu étrange et fascinant ensemble. Maintenant que nous comprenons cela, nous pouvons vraiment commencer à explorer. Pour comprendre les États-Unis, il faut d'abord saisir l'échelle. C'est un continent déguisé en pays. Imaginez une terre qui s'étend du lever du soleil au coucher du soleil, et vous aurez une idée de ce que cela signifie de traverser ce territoire d'est en ouest. Du nord au sud, c'est presque la même histoire. Les distances détruisent l'intuition humaine. Le pays s'étale entre deux océans. L'océan Atlantique borde le côté est et l'océan Pacifique protège le côté ouest. Entre eux, il y a une telle profondeur de terre que les gens d'une côte ont du mal à imaginer ce que vivent les gens de l'autre côte. Deux mondes, vraiment, même s'ils portent le même drapeau. Au nord, les États-Unis partagent une frontière avec le Canada, qui est encore plus vaste et encore plus vide. Ils sont voisins, mais des voisins qui gardent des distances respectueuses. Au sud, il y a le Mexique, et c'est une frontière complètement différente. Ici, deux cultures se touchent. Elles se mélangent. Elles se questionnent. C'est plus vivant, plus tendu, plus chargé de signification que la frontière tranquille du Nord. À l'intérieur, le territoire se divise, non pas par des murs ou des barricades visibles, mais par le climat,
la géographie et l'histoire. Les régions existent vraiment. Ce ne sont pas juste des noms sur une carte. Elles sont tangibles, vivantes, différentes les unes des autres, autant que deux pays différents peuvent l'être. La côte atlantique, à l'est, est vieille. Elle a été habitée depuis longtemps. Les villes y sont anciennes. Les traditions y sont enracinées. Il y a une sensation de continuité, de l'histoire qui coule comme une rivière souterraine. New York en est le cœur pulsant, mais la Nouvelle-Angleterre entière respire l'âge. Les petites villes en Nouvelle-Angleterre conservent des maisons du XVIIIe siècle comme si de rien n'était. C'est juste normal pour eux. Le Sud profond existe aussi vraiment. La Géorgie, la Louisiane, la Caroline du Sud forment un monde différent. Le climat y est chaud, humide, étouffant. Les gens y parlent différemment. Ils mangent différemment. Le rythme est plus lent. L'histoire y est plus présente, plus douloureuse, plus enracinée dans le sol. Les plantations subsistent dans la mémoire collective. Les bayous sont mystérieux. La Nouvelle-Orléans est une anomalie. Une ville qui rejette les règles américaines normales et crée sa propre atmosphère. Le Midwest est agricole et industriel. Le cœur productif de la nation. Ici, les gens travaillent dur de façon simple. Les grandes villes comme Chicago et Détroit se sont construites sur le travail. Le climat est continental. Les hivers sont brutaux. Les étés sont chauds. Il y a 4 saisons vraies, pas les demi-saisons que connaissent les zones côtières. C'est un paysage de terre plate, de rivières qui portent le commerce, de grandes exploitations agricoles qui s'étendent à l'horizon. Les grandes plaines sont vides de gens, mais pleines de ciel. C'est le vrai désert américain, pas le désert de pierre, mais le désert d'herbe. Du Kansas au Dakota, il y a des milliards de kilomètres de plaines qui ondulent légèrement. Le vent y souffle presque toujours. Les tempêtes y naissent. C'est un paysage qui inspire à la fois la paix et une certaine anxiété. C'est beau, mais effrayant. L'ouest des montagnes rocheuses est un monde complètement différent. Les montagnes ne sont pas juste des collines élevées. Elles sont des chaînes massives qui déchiquettent le ciel. Denver, Salt Lake City et d'autres villes sont des oasis de civilisation entourées par la nature sauvage. Les forêts y sont denses. Les rivières sont froides. L'altitude change tout. À 1500 mètres, l'air est différent. Vous respirez différemment. La Californie est un État si vaste et si varié qu'il faudrait plusieurs vies pour le connaître vraiment. Les montagnes côtières, les vallées intérieures, le désert vers l'est, les redwoods géants du nord. Tout cela dans un même endroit. Le climat change dramatiquement selon où vous êtes. À San Francisco, il fait frais même en été. À Los Angeles, c'est éternel et chaud. À 3 heures de route, vous pouvez passer du brouillard côtier au soleil du désert. Le Pacifique Nord-Ouest, c'est Washington et l'Oregon. C'est un monde de pluie, de forêts, de montagnes couvertes de neige, de côtes rocheuses. C'est comme si la Californie avait décidé de devenir un peu plus nordique. Le Seattle moderne côtoie les forêts primaires. C'est un endroit où la nature n'a pas complètement reculé. Elle s'est négociée une place. Alaska et Hawaï sont tellement différents du continent que c'est difficile de les imaginer comme partie du même pays. L'Alaska est vaste, gelé, sauvage, peu peuplé. C'est la vraie frontière. C'est le dernier endroit où l'on peut se perdre pour de bon. Hawaï est tropical, paradisiaque, insulaire. C'est le rêve vacancier condensé en quelques îles. Les deux
ont voté pour rejoindre le pays du côté du continent, mais géographiquement et culturellement, ils flottent à part. Les distances réelles entre les villes majeures ne cessent jamais de surprendre les étrangers. De New York à Los Angeles, il y a environ 4500 kilomètres. 4500. Pour ceux qui viennent de petits pays européens, c'est incompréhensible. C'est comme traverser tout le continent européen. Et pourtant, c'est juste un pays. C'est juste traverser une seule nation. De Chicago à Miami, c'est 2000 kilomètres. De Seattle à Denver, c'est 3000. Ces distances détruisent la notion de proximité. Les gens qui vivent ici et qui ont des amis dans d'autres régions comprennent vraiment ce que signifie la distance. Vous ne visitez pas un ami d'un jour. Vous planifiez un voyage. Vous prenez un vol. Vous consacrez des jours à cela. La géographie crée ainsi une certaine insularité régionale. Les gens du Texas ne connaissent pas intimement les gens de la Nouvelle-Angleterre. Ils ne peuvent pas se voir le week-end. Ils se voient quand c'est vraiment important. C'est pour cela que les États-Unis ne sont pas vraiment un pays au sens traditionnel. C'est une collection de mondes différents qui se sont soumis à un gouvernement commun. Le climat y varie du tropical au arctique. La géographie y passe du plat absolu aux montagnes majestueuses. La culture y change radicalement tous les 1000 kilomètres. Et pourtant, ils partagent tous une certaine idée, une certaine vision, une certaine manière de fonctionner ensemble. Cela explique beaucoup de choses sur le pays que nous allons explorer. Cela explique pourquoi les gens se sentent américains, même s'ils viennent de mondes complètement différents. C'est vaste, c'est divers, et c'est gérable d'une certaine façon qui n'aurait pas dû fonctionner, mais qui a quand même fonctionné. Washington n'est pas une vraie ville. C'est une idée en pierre et en marbre. Elle a été dessinée sur papier avant d'être construite dans la réalité. Un architecte français, Pierre-Charles L'Enfant, a créé un plan qui reflétait une vision. Cette vision disait que le pouvoir devrait être visible, que la géométrie devrait raconter une histoire, que les bâtiments devaient parler d'eux-mêmes. Et c'est pour cela que Washington ressemble à nulle autre ville américaine. La première chose qui frappe quand vous arrivez à Washington, c'est le silence relatif. Il n'y a pas ce chaos bruyant de New York. Il n'y a pas cette frénésie industrielle du Midwest. Washington est réfléchie, presque somnolente. Elle marche lentement. Elle pense avant de parler. C'est la ville du gouvernement fédéral, et cela se sent immédiatement dans l'air. Les gens ici travaillent pour le pouvoir, ou parlent du pouvoir, ou pensent au pouvoir. C'est une obsession tranquille. Le centre historique de Washington est construit autour du Capitole. Ce bâtiment au dôme blanc et noir n'est pas juste un bâtiment. C'est le symbole de la démocratie américaine. Il se dresse sur une colline, comme si la Constitution elle-même avait pris une forme architecturale. À l'intérieur, les débats politiques se déroulent. Les lois naissent. Les compromis se font. Pour beaucoup d'Américains, c'est un lieu de pèlerinage. Pour d'autres, c'est juste où travaillent les gens qui les agacent à la télévision. Le musée national se dresse à proximité. C'est un édifice de style classique, inspiré des temples grecs. Il est gratuit pour entrer. C'est important. Il abrite une partie impressionnante de l'histoire américaine. Les costumes, les objets, les documents.
c'est comme regarder l'âme du pays à travers des vitrines. Les enfants y courent avec un émerveillement sincère. Les adultes y marchent lentement en réfléchissant à ce qui s'est vraiment passé ici. La Maison Blanche est plus petite qu'on ne l'imagine. Elle n'est pas ce château géant de marbre blanc qu'on voit à la télévision. C'est une maison. Une très grande maison, certes, mais une maison quand même. Elle se dresse derrière des barrières, sur une pelouse verte, et c'est là que vivent les présidents. Il y a quelque chose de surréaliste, à savoir que les gens les plus puissants du pays dorment dans une maison ordinaire, même si elle est extraordinaire par ses dimensions. C'est un choix délibéré de l'architecture civile, je pense. Pas un palais, une maison. Même les rois doivent dormir quelque part. Le mémorial Lincoln est une expérience étrange. Vous griminez les marches, vous entrez, et soudain, vous êtes face à face avec une gigantesque statue de marbre d'un homme assis. Les proportions sont telles que votre esprit a du mal à saisir ce qu'il voit. C'est grand, calme, mélancolique. La statue elle-même semble penser à quelque chose de difficile. Autour d'elle, les murs de marbre sont gravés de ses discours. Les gens lisent en silence. Personne ne crie ici. C'est l'un des rares endroits de Washington où règne un respect palpable. Les quartiers pour les promenades à Washington sont variés. Georgetown est celui des boutiques chères et des gens riches. Les maisons géorgiennes se dressent côte à côte. Les restaurants sont bons et coûtent cher. Les gens qui marchent ici portent des vêtements qui coûtent plus cher que votre voiture. C'est un monde à part. Le Dupont Circle est plus bohème. Des cafés remplis de jeunes gens qui discutent. Des boutiques d'occasion. Des librairies. Des gens qui ont l'air de réfléchir à quelque chose. Il y a une fontaine au centre du cercle. Les gens s'y assoient. Ils regardent les autres passer. C'est un endroit où les idées mélangent avec l'air urbain. Le National Mall est une longue esplanade verte, entourée de musées. Vous pouvez marcher pendant des heures le long du National Mall sans vous fatiguer. Chaque musée raconte une histoire différente. L'histoire de l'aviation, l'histoire de la technologie, l'histoire naturelle. C'est comme si le pays avait décidé de mettre sa conscience collective en pierre et en verre le long d'une rue. Le rituel urbain principal de Washington, c'est la marche. Les gens marchent beaucoup. Le matin, ils marchent pour aller au travail. Le midi, ils marchent pour déjeuner. Le soir, ils marchent pour rentrer chez eux. Chaque marche suit les larges avenues qui s'étendent comme les rayons d'une roue depuis le Capitole. Ces avenues sont prévues pour les piétons, pas seulement pour les voitures. C'est pour cela que marcher ici a un sens différent. C'est un acte civique, en quelque sorte. Un des rituels non évidents de Washington, c'est le printemps. Quand les cerisiers fleurissent, la ville change. Les arbres se couvrent de fleurs roses et blanches. C'est un spectacle annuel qui attire des milliers de visiteurs. Les gens se rassemblent sous les arbres. Ils prennent des photos. Ils acceptent que la beauté éphémère existe ici aussi. C'est un rappel que Washington n'est pas que politique et pouvoir. C'est aussi un endroit vivant où la nature s'impose de temps en temps. L'expérience gratuite que beaucoup de gens oublient, c'est simplement s'asseoir le long de la rivière Potomac et regarder l'eau. Personne n'a besoin de payer pour ça. Il n'y a pas de barrière. Vous vous asseyez sur une pierre ou dans l'herbe. Vous regardez l'eau qui coule lentement. C'est méditatif. C'est gratuit. C'est réel.
dans une ville entièrement construite sur l'idée du pouvoir et du contrôle, il y a quelque chose de radical à s'asseoir simplement et laisser le temps passer sans rien faire. Washington est donc une ville de contraste. Elle est construite avec intention. Elle est pensée. Elle n'est pas née du commerce ou de la géographie naturelle comme beaucoup d'autres villes américaines. Elle a été imaginée puis construite selon une vision. C'est pour cela qu'elle semble légèrement surréelle. C'est pour cela que les gens qui y vivent ont souvent un sentiment d'être dans un endroit historique important. Parce qu'ils le sont vraiment. Chaque rue raconte une histoire. Chaque bâtiment a une signification. Washington n'oublie jamais ce qu'elle est. Si vous aviez une seule journée à Washington, il n'y a pas besoin de faire un plan complexe. Il suffit de marcher. La ville est construite pour cela. Une journée simple commence le matin, quand il fait encore frais, quand il y a moins de monde, quand l'air a encore une qualité de nouveau commencement. Vous commencez au Capitole quand la lumière est douce. C'est mieux avant que les touristes en autocar n'arrivent. Vous restez là une demi-heure. Vous regardez le bâtiment. Vous laissez votre esprit absorber ce qu'il représente. Pas besoin d'entrer. Juste de le voir, de le sentir. C'est suffisant. Puis vous marchez vers le mall. La promenade elle-même est le voyage. Les larges trottoirs, les arbres qui ombragent le chemin, les gens qui vont et viennent. Vous remarquez que personne ne semble pressé ici. Même les gens qui travaillent marchent d'une certaine manière. Il y a une dignité dans la marche à Washington. C'est comme si chaque pas confirmait que vous êtes dans un endroit important. Vous arrivez au Memorial Lincoln vers le milieu de la journée. C'est quand il y a du monde, c'est vrai. Mais ça n'a pas d'importance. Les gens font généralement silence à l'intérieur. Vous grimpez les marches. C'est plus de marche que vous ne l'aviez pensé. Cela prend du temps, et puis vous êtes là, face à la statue. Et c'est comme si vous étiez tout seul, même avec 200 autres personnes autour de vous. Vous lisez un peu des discours gravés sur les murs. Vous en comprenez certains. Vous en ressentez d'autres plus que vous ne les comprenez. C'est normal. C'est le but. Vous restez ici aussi longtemps que vous le désirez. 1 heure, 2 heures. Le temps s'arrête un peu ici. Ensuite, vous pouvez aller au Musée national. C'est proche. C'est gratuit. C'est immense, donc vous ne pouvez voir que des parties. Ne faites pas l'erreur d'essayer de voir tout. Choisissez 1 ou 2 sections. Regardez les objets. Lisez les plaques. Laissez-les vous raconter des histoires. Les costumes historiques. Les documents originaux. Les objets que les gens ont utilisés. C'est comme converser avec le passé. Vers 4 heures de l'après-midi, vous quittez le musée. C'est le moment étrange de la journée. L'après-midi fait place au soir. La lumière commence à changer. Elle devient plus dorée, plus chaude. C'est le moment de chercher un café. Pas un grand café de chaîne. Un café qui semble habité. Un café où les gens traînent longtemps. Et c'est ici que survient généralement l'expérience inattendue. Vous êtes dans ce café. Vous buvez votre café. Vous regardez les gens autour de vous et vous entendez des conversations. Des gens qui discutent de politique, de la capitale, de ce qui se passe au Capitole. Pas une discussion formelle, une conversation naturelle, de personnes réelles. Et vous réalisez que vous êtes dans une ville où le gouvernement n'est pas une abstraction. C'est quelque chose que les gens vivent chaque jour. C'est quelque chose qu'ils ressentent.
C'est quelque chose dont il parle comme vous parleriez de la météo. Ce moment dans le café est gratuit. Vous avez juste acheté un café et vous avez obtenu une leçon sur ce que c'est de vivre dans la capitale d'une nation. C'est ce genre d'expérience qu'on n'oublie pas facilement. Le soir, vous pouvez marcher le long du Tidal Basin. C'est un bassin artificiel, mais il semble naturel. L'eau est calme. Elle reflète le ciel. Les arbres autour du bassin forment une ligne verte. C'est un endroit où les gens viennent se détendre. Les joggeurs passent. Les amoureux se promènent main dans la main. Les familles marchent tranquillement. C'est un endroit où Washington oublie un peu qu'elle est la capitale. Elle redevient juste une ville avec des gens qui vivent. Vous pouvez vous asseoir sur un banc près de l'eau. Vous regardez le coucher du soleil. Les couleurs changent. L'orange devient rose. Le rose devient violet. Et puis tout devient bleu. C'est un spectacle quotidien que la plupart des gens ne remarquent pas. Mais si vous vous arrêtez, vous le voyez. C'est là à chaque fois. Avant la nuit complète, vous pouvez marcher jusqu'à Georgetown. C'est un quartier avec des petites rues étroites, des maisons colorées, des boutiques, des restaurants. C'est un endroit où vous pouvez vous perdre volontairement. Vous allez où votre pied vous porte. Vous regardez les vitrines. Vous sentez les odeurs qui viennent des restaurants. C'est simplement une promenade urbaine ordinaire. Rien de spectaculaire. Mais c'est réel. Quand vous avez faim, vous trouvez un restaurant qui vous plaît. Pas besoin d'en faire un événement. Juste un endroit qui semble accueillant. Vous mangez. Vous écoutez les gens autour de vous. Les conversations. Les rires. La vie quotidienne qui se déroule. Et voilà. Une journée à Washington. Pas d'aventure extrême. Pas d'événement spectaculaire. Juste une promenade. Une marche à travers les idées et les pierres. Une rencontre avec l'histoire et les gens. Une journée où vous apprenez ce que c'est d'être dans un endroit construit pour avoir du sens. Ce que vous apprenez réellement, c'est que Washington fonctionne mieux quand vous ralentissez. Quand vous arrêtez de courir de point A à point B. Quand vous permettez à la ville de vous montrer ses secrets, petits mais puissants. Les secrets ne sont pas cachés. Ils sont juste partout si vous prenez le temps de les remarquer. Le soir, quand vous êtes fatigué, vous retournez à votre hôtel et vous dormez. Et vous rêvez peut-être du Capitole, ou du Memorial Lincoln, ou simplement de cette sensation d'avoir marché à travers les idées. C'est tout ce que Washington demande vraiment. Un jour, une promenade, une présence consciente. L'Amérique, au-delà de Washington, est un monde complètement différent. Elle n'est pas pensée. Elle était née du commerce, de la géographie accidentelle, de la rencontre des cultures. Chaque grande ville a son propre caractère. 3 d'entre elles racontent l'histoire d'un pays qui est bien plus qu'une capitale et un gouvernement. New York d'abord. La ville elle-même. Elle se dresse comme aucune autre ville américaine ne peut le faire. Les gratte-ciel ne sont pas une exagération ici. Ils sont une nécessité. Ils sont une réalité quotidienne. Vous marchez dans les rues et le ciel est loin au-dessus de vous, encadré par le verre et l'acier. La carte de visite de New York, c'est simplement cela. L'ampleur, l'impossibilité, le bruit constant, la densité de gens, de pensées, d'ambitions qui ne cessent jamais. Le rituel quotidien de New York est le métro. Chaque matin, des millions de personnes descendent dans ces tunnels souterrains. Les wagons sont pleins. C'est une symphonie de bruit et de silence simultanés.
Les gens ne parlent pas entre eux. Ils ne se regardent pas. Ils regardent leur téléphone ou pensent à leurs soucis. Et pourtant, c'est une expérience commune. C'est presque religieux. Tout le monde connaît les règles non écrites. Ne pas bloquer les portes. Laisser les gens descendre avant de monter. Ne pas parler trop fort. C'est une danse invisible que les New-Yorkais font chaque jour. Le petit fait qui fait sourire à New York, c'est les pizza slices. Vous marchez dans la rue. Vous avez faim. Vous entrez dans une pizzeria. Vous commandez une part. C'est bon marché. C'est rapide. C'est fabriqué en quelques secondes. Vous la prenez et vous marchez en mangeant. Personne ne s'arrête. Personne ne s'assoit. C'est simplement le carburant de la ville. Et c'est extraordinairement populaire. Chaque quartier a ses pizzerias favorites. Les gens en débattent comme des choses importantes. Mais c'est simplement une part de pizza. C'est universel et personnel au même temps. La Nouvelle-Orléans est un monde complètement différent. Elle ne semble pas américaine. Elle semble française. Elle semble espagnole. Elle semble africaine. Elle semble tout et rien à la fois. Les rues du quartier français sont étroites, comme si elles avaient été construites dans une Europe lointaine, puis transplantées dans la Louisiane. Les balcons en fer forgé surplombent les trottoirs. Les bâtiments colorés se dressent côte à côte. C'est comme marcher dans un film ancien. La carte de visite de la Nouvelle-Orléans est la musique. Elle sort de partout. Des clubs, des rues, des porches, des boutiques, de la musique de jazz, de la musique de blues, de la musique créole. C'est dans l'air, c'est dans l'eau, c'est dans les âmes des gens qui y vivent. Vous ne pouvez pas échapper à la musique ici. Vous pouvez essayer, mais elle vous trouvera. Et finalement, vous stoppez d'essayer. Le rituel quotidien de la Nouvelle-Orléans est le café du matin. Pas n'importe quel café. Le café avec chicorée, et généralement avec un beignet. Un beignet recouvert de sucre en poudre si épais que vous en avalez une demi-cuillère à café à chaque bouchée. Les gens s'assoient dans les cafés. Ils prennent leur temps. Ils ne sont pas pressés. Même s'ils travaillent plus tard, le café est un moment sacré. C'est le moment où la journée ne commence pas encore vraiment. C'est un moment suspendu hors du temps. Le petit fait qui fait sourire à la Nouvelle-Orléans, c'est que la ville semble toujours être en fête. Pas littéralement en fête tous les jours. Mais l'atmosphère est celle d'une fête qui pourrait commencer n'importe quand. Les gens sont amicaux. Ils parlent aux étrangers. Ils vous invitent dans les bars. Ils vous offrent à boire. C'est une générosité de l'âme qui vient de nulle part et de partout. C'est comme si la ville avait décidé que la vie était trop courte pour être sérieuse tout le temps. Denver est dans les montagnes. C'est une ville jeune comparée à New York ou la Nouvelle-Orléans. Elle s'est construite comme une ville de mineurs, puis elle s'est transformée. Maintenant, c'est une ville qui regarde vers l'avenir. C'est une ville de technologie, de start-up, de gens qui croient aux possibilités. Elle ne regarde pas vers le passé comme la Nouvelle-Orléans. Elle ne regarde pas autour d'elle comme New York. Elle regarde vers le ciel. La carte de visite de Denver est l'altitude. Vous sentez immédiatement que vous êtes haut. À 1600 mètres au-dessus du niveau de la mer, l'air est différent. Il est plus sec. Il est plus pur. Il est plus difficile à respirer quand vous arrivez. Votre cœur s'accélère.
votre corps s'adapte. C'est une prise de conscience physique du fait que vous êtes quelque part de spécial. Ce n'est pas juste une ville, c'est une ville sur le toit du monde. Le rituel quotidien de Denver est l'activité extérieure. Les gens ne restent pas assis, ils font du jogging, ils font du vélo, ils vont au parc. Même en hiver, même quand il fait froid, les gens sont dehors. C'est comme si la montagne exigeait que vous soyez actif, qu'elle exigeait que vous participiez à sa vie. Les gens de Denver ont une certaine énergie qui manque aux gens des grandes villes du littoral. C'est une énergie issue du fait de vivre près de la nature. Le petit fait qui fait sourire à Denver, c'est que les gens peuvent aller du ski directement au restaurant. Vous pouvez passer le matin dans les montagnes rocheuses à dévaler les pentes. Vous pouvez faire l'après-midi du shopping en ville. Vous pouvez dîner dans un bon restaurant le soir. Tout cela dans le même jour. C'est une vie de contraste qui n'est possible que dans une ville comme Denver. Les autres villes offrent du confort. Denver offre de l'aventure. Ces trois villes donc racontent l'Amérique. New York raconte la puissance urbaine, l'ambition concentrée, le bruit de la modernité. La Nouvelle-Orléans raconte la culture, l'histoire, la musique de l'âme. Denver raconte le futur, la possibilité, l'énergie jeune. Ensemble, elles ne racontent pas la totalité de l'Amérique, c'est vrai. Il y a 1000 autres villes, 1000 autres histoires, 1000 autres façons d'être américain. Mais ces trois donnent une idée. Elles montrent que l'Amérique n'est pas une seule chose. Elle ne peut pas être réduite à une seule image. Elle est New York et la Nouvelle-Orléans et Denver simultanément. Elle est urbaine et musicale et active. Elle est vieille et jeune. Elle regarde vers le passé et vers l'avenir. C'est pour cela qu'elle fascine. C'est pour cela qu'elle attire les gens. Elle offre quelque chose pour chacun. Et quand vous vivez dans une de ces villes, vous devenez parte de son caractère. Vous absorbez son essence. Et vous cessez d'être simplement un Américain pour devenir un New-Yorkais ou un habitant de la Nouvelle-Orléans ou un Denverite. Chaque pays a une légende qui le définit. Elle ne doit pas être basée sur la magie ou sur l'impossible. Elle doit être basée sur quelque chose que les gens reconnaissent. Une légende qui parle de l'âme. Johnny Appleseed est une légende américaine qui est légèrement vraie. Il y a eu un homme réel qui s'appelait John Chapman. Il a grandi en Pennsylvanie dans les années 1800. Et au lieu de rester quelque part, il a marché. Il a marché pendant des décennies à travers l'Ohio, l'Indiana, l'Illinois, la Pennsylvanie. Et partout où il allait, il plantait des pommiers. Ce n'était pas un geste romantique. C'était un travail pratique. Les gens qui s'installaient dans ces régions sauvages avaient besoin de nourriture. Les pommiers donnaient des fruits. Mais au fil du temps, cette histoire simple est devenue une légende. Johnny Appleseed est devenu une figure mythique. Un homme qui parcourait le continent sauvage, seul, plantant des arbres. Un homme qui n'avait rien, mais qui donnait quelque chose de permanent à chaque endroit où il allait. La légende dit qu'il parlait aux animaux, qu'il dormait sous les arbres, qu'il vivait en parfaite harmonie avec la nature. Peut-être que c'était vrai. Peut-être que ce n'était pas complètement vrai. Mais cela n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que la légende raconte quelque chose d'important sur l'Amérique. Elle raconte que l'Amérique est un endroit où quelqu'un peut marcher simplement et faire une différence.
où quelqu'un peut laisser quelque chose derrière lui, où quelqu'un peut être seul et encore se sentir connecté à quelque chose de plus grand. Maintenant, le grand homme symbole. Celui qui a vraiment changé comment les gens vivent. Thomas Edison. Edison n'était pas le seul à travailler sur l'électricité. Il n'était pas le seul à penser à l'ampoule. Mais il est le seul que les gens se souviennent. Pourquoi? Parce qu'il a compris quelque chose que les autres n'avaient pas compris. Il n'a pas juste inventé une ampoule. Il a inventé toute la machine, le système, la façon dont l'électricité pourrait arriver dans les maisons. Il a inventé le futur. Mais ce qui rend Edison vraiment important, c'est que son invention a changé la vie de façon absolue. Avant Edison, la vie humaine était gouvernée par le soleil. Vous travailliez le jour. Vous dormiez la nuit. C'était simple. C'était biologique. Puis, Edison a apporté la lumière. Et la vie a changé. Les gens pouvaient travailler la nuit. Les gens pouvaient lire après le coucher du soleil. Les gens pouvaient faire tant de choses qui n'étaient pas possibles avant. Edison a travaillé comme un fou. Il y a une histoire célèbre qu'il a dit que le génie, c'était 1% d'inspiration et 99% de transpiration. Il a testé des milliers de matériaux pour le filament de l'ampoule. La plupart ont échoué, mais il a continué. Et finalement, il a trouvé quelque chose qui fonctionnait. Et c'était magnifique. C'était simple. C'était révolutionnaire. La contribution d'Edison se sent dans la vie quotidienne en Amérique, parce que chaque lumière que vous voyez est l'héritage de son travail. Chaque fois que vous allumez une lumière la nuit, vous utilisez le système qu'Edison a créé. C'est direct. C'est tangible. C'est impossible à ignorer. Les Américains apprécient Edison pour une autre raison aussi. Ils l'apprécient parce qu'il personnifie quelque chose d'important dans le néant, caractère américain. Il a essayé. Il a échoué. Il a recommencé. Il n'a pas baissé les bras. Ce n'est pas unique à l'Amérique, c'est vrai. Mais c'est devenu un mythe américain. Le mythe du travail acharné. Le mythe du persévérance. Le mythe que si vous essayez assez fort, vous pouvez faire quelque chose d'important. Ensemble, Johnny Appleseed et Thomas Edison racontent l'Amérique d'une manière. Johnny Appleseed raconte l'Amérique comme un endroit où vous pouvez marcher seul et faire une différence, où la nature a encore de l'importance, où quelqu'un peut laisser un héritage qui dure des générations. Thomas Edison raconte l'Amérique comme un endroit où l'innovation est possible, où quelqu'un peut inventer quelque chose qui change le monde, où le travail acharné et la persévérance sont récompensés. C'est pour cela que ces deux figures sont importantes. Elles ne sont pas controversées. Elles ne divisent pas les gens. Elles rassemblent les gens autour d'une idée partagée. L'idée que l'Amérique est un endroit où les choses peuvent se produire, où les gens peuvent faire une différence. Et c'est ce que chaque pays a besoin d'avoir. Pas des figures qui divisent, des figures qui unissent. Pas des histoires qui déchirent, des histoires qui rassemblent. Johnny Appleseed et Edison font cela. Ils racontent l'Amérique comme un endroit d'espoir et de possibilités. L'un des plus grands accomplissements de l'Amérique n'a pas été une invention. Ça a été une décision. Une décision de construire, de connecter, de relier les extrémités d'un continent avec des routes. Au début du XXe siècle, les États-Unis étaient fragmentés. Il y avait des routes, c'est vrai, mais elles étaient différentes selon les États. Les règles changeaient, la qualité changeait.
Certaines routes étaient bonnes. D'autres étaient juste des chemins en terre. Pour voyager d'un océan à l'autre, c'était une aventure. Cela prenait semaines. C'était difficile. C'était incertain. Puis quelqu'un a eu une idée. Une personne qui s'appelait Dwight Eisenhower et qui était le président. Il a regardé l'Allemagne. Il a vu comment les nazis avaient construit une autoroute. L'autobahn. Elle était directe. Elle était rapide. Elle connectait le pays. Et il a pensé, pourquoi l'Amérique ne ferait-elle pas quelque chose de similaire? Mais Eisenhower n'a pas voulu construire des autoroutes pour la guerre. Il a voulu construire des autoroutes pour la paix, pour les gens ordinaires, pour connecter les familles, pour permettre aux gens de voyager, pour permettre aux entreprises de transporter les marchandises. Ainsi, en 1956, le gouvernement fédéral a lancé le projet de l'Interstate Highway System. C'était ambitieux, c'était massif, c'était presque impossible à imaginer. Construire 50 000 kilomètres de routes, des routes parfaites, des routes qui pouvaient supporter des camions lourds, des routes qui reliaient les villes grandes et petites. Ça a pris des décennies, des générations d'ouvriers, des entreprises de construction, des ingénieurs, des architectes. Les routes se sont étendues lentement à travers le pays. Elles ont changé chaque endroit qu'elles touchaient. Avant les autoroutes, une petite ville était isolée. C'était difficile d'arriver là-bas. C'était difficile d'en partir. Puis, une autoroute a été construite. Et tout a changé. Les gens pouvaient voyager facilement. Les entreprises pouvaient livrer des marchandises. Les restaurants pouvaient s'ouvrir près des autoroutes. Les motels pouvaient accueillir les voyageurs. Les autoroutes ont permis à l'Amérique de bouger. Littéralement. Les gens n'étaient plus liés à leur région natale. Vous pouviez naître au Texas, grandir en Californie et travailler en Floride. C'était possible maintenant. Les autoroutes ont créé une mobilité qui n'avait pas existé avant. Les familles ont commencé à voyager. C'était devenu possible de faire un voyage en voiture pour les vacances. Vous montez en voiture le matin. Vous conduisez toute la journée. Vous arrivez à destination le soir. C'est une chose banale maintenant. Mais à l'époque, c'était révolutionnaire. Les parents montraient l'Amérique à leurs enfants. Les enfants voyaient des choses qu'ils n'auraient jamais pu voir autrement. Les camions ont commencé à voyager sur les autoroutes. Les marchandises se déplaçaient rapidement. Les fruits de Californie arrivaient en Floride en 3 jours au lieu de 3 semaines. Les vêtements de l'Est arrivaient à l'Ouest rapidement. Cela a rendu les choses moins chères. Cela a rendu les choses plus disponibles. Ça a amélioré la vie de millions de gens. Les petites villes se sont transformées. Un endroit qui était isolé avant est devenu un nœud important sur la route. Les entreprises se sont ouvertes. Les gens ont trouvé du travail. Les communautés ont grandi. Les autoroutes ont créé de la prospérité où il n'y en avait pas avant. Mais les autoroutes ont aussi fait quelque chose d'autre. Elles ont créé un sentiment d'unité. Avant, l'Amérique était fragmentée en régions isolées. Avec les autoroutes, elle est devenue un seul pays. Vous pouviez aller n'importe où. Vous pouviez voir n'importe quoi. Vous pouviez être n'importe où. C'est une chose étrange à dire, mais les autoroutes ont créé une Amérique. Avant, il y avait juste des États différents avec leur propre culture et leur propre façon de faire. Après les autoroutes, il y a eu une culture américaine commune.
parce que les gens se voyaient. Ils voyageaient ensemble. Ils partagèrent les mêmes routes. Ils allaient au même restaurant. Ils restaient dans les mêmes motels. Les autoroutes ont aussi créé une liberté particulière. Quelque chose qui est devenu très américain. La liberté de la route. La possibilité de monter en voiture et de partir. De conduire jusqu'où vous voulez, de voir ce que vous voulez voir, de vivre où vous voulez vivre. Ce sentiment de liberté vient directement des autoroutes. Aujourd'hui, les autoroutes sont juste une partie de la vie. Elles sont si normales qu'on ne les remarque plus. Mais sans elles, l'Amérique serait complètement différente. Elle serait fragmentée. Elle serait isolée. Elle ne serait pas le pays qu'elle est. Le Interstate Highway System a changé l'Amérique. Ça a permis aux gens de bouger. Ça a créé la prospérité. Ça a créé une culture commune. Ça a créé un sentiment de nationalité américaine. C'est pour cela que c'est un accomplissement si important. Ce n'était pas une invention. C'était une vision. Et cette vision a créé un pays moderne. La nature en Amérique n'est pas juste un décor. Elle est un endroit où les gens vivent, où ils passent leurs dimanches, où ils fêtent leurs anniversaires, où ils emmènent leurs enfants. Ce n'est pas une nature lointaine réservée aux aventuriers. C'est une nature quotidienne qui fait partie de la vie ordinaire. Les grands lacs sont un univers en eux-mêmes. Ces lacs sont si vastes qu'on ne voit pas l'autre rive. Ils ressemblent à des mers intérieures. Le lac Supérieur, le lac Michigan, le lac Huron, le lac Erie, le lac Ontario. Ensemble, ils contiennent plus d'eau douce que n'importe où ailleurs sur le continent. Les gens vivent autour de ces lacs depuis des générations. Ce ne sont pas des destinations touristiques exotiques. Ce sont juste les lacs. Le samedi matin, en été, les familles partent vers les plages des grands lacs. Elles apportent des glacières remplies de nourriture. Elles apportent des chaises pliantes. Elles passent la journée à nager, à jouer, à manger. Les enfants construisent des châteaux de sable. Les adultes lisent. Les adolescents jouent au volley. C'est une scène ordinaire, répétée des milliers de fois chaque été. Les rivières américaines traversent tout le pays. Le Mississippi est la plus célèbre. Elle coule du nord au sud, du Minnesota au golfe du Mexique. C'est une rivière géante qui transporte l'histoire avec elle. Mark Twain a écrit sur elle. Les bateaux à vapeur naviguaient sur elle. Les esclaves ont traversé ces eaux pour chercher la liberté. Maintenant, elle coule tranquillement, portant des barges de marchandises et des bateaux de plaisance. Les gens qui vivent le long du Mississippi ont une relation particulière avec elle. Ils savent qu'elle peut déborder. Ils savent qu'elle peut être dangereuse. Mais ils ne partent pas. Ils construisent leur maison près d'elle. Ils pêchent dans ses eaux. Ils regardent le coucher du soleil sur elle. C'est leur rivière. Elle fait partie de leur identité. Le long de la rivière Hudson, dans l'État de New York, les gens font de la voile le dimanche. Ce n'est pas une activité réservée aux riches. C'est quelque chose que les clubs locaux organisent. Les familles louent des petits bateaux. Elles passent quelques heures sur l'eau. C'est une tradition, une façon de passer le temps, une façon de se connecter avec la nature sans quitter la civilisation. Les côtes américaines s'étendent sur des milliers de kilomètres. La côte atlantique est différente de la côte pacifique. L'Atlantique est plus vieux, plus habité, plus domestiqué. Les plages y sont familiales.
Les villes côtières y sont pittoresques. Les gens y ont construit des promenades en bois le long de la mer. Les familles marchent là le soir, mangent de la glace, regardent les vagues. La côte pacifique est plus sauvage. Les falaises plongent dans l'océan. Les vagues sont plus grandes. Le climat est plus frais, même en été. Mais les gens y vivent quand même. Ils surfent. Ils marchent sur les plages rocheuses. Ils regardent les phoques qui se prélassent sur les rochers. C'est une nature qui demande plus de respect, mais qui offre plus de beauté brute. La Floride a ses propres plages. Elles sont chaudes toute l'année. Les gens viennent ici pour l'hiver. Pas juste les touristes. Les retraités y vivent 6 mois par an. Ils passent leur journée à marcher sur la plage, à nager dans les eaux tièdes, à regarder les dauphins passer. C'est devenu une façon de vieillir en Amérique. Passer les hivers en Floride, profiter du soleil, vivre près de l'océan. Les montagnes américaines ne sont pas juste pour l'escalade. Les Appalaches, à l'est, sont vieilles et douces. Les sentiers y sont faciles. Les familles peuvent marcher pendant des heures sans avoir besoin d'équipement spécial. Il y a des cabanes le long des sentiers. Les gens les louent pour le week-end. Ils passent 2 jours dans les montagnes. Ils cuisinent sur des feux de camp. Ils écoutent le silence. Puis ils rentrent à leur vie normale le lundi. Les montagnes rocheuses sont plus dramatiques, plus hautes, plus jeunes. Mais même là, les gens les utilisent pour la vie ordinaire. Ils skient l'hiver. Ils font du vélo de montagne l'été. Ils font des pique-niques dans les prairies alpines. Ils amènent leurs chiens. Ils célèbrent leurs anniversaires de mariage. Les montagnes ne sont pas une abstraction lointaine. Elles sont là, accessibles, utilisables. Dans le désert du Sud-Ouest, les gens font des randonnées matinales avant que la chaleur ne devienne insupportable. Ils partent à l'aube. Ils marchent pendant 2 heures. Ils regardent le soleil se lever sur les cactus géants et les roches rouges. Puis ils rentrent chez eux, prennent une douche et vont travailler. C'est juste une matinée ordinaire pour eux. Pour les visiteurs, c'est une expérience mémorable. Pour les locaux, c'est juste le mardi. Les parcs nationaux sont célèbres. Yellowstone, Yosemite, le Grand Canyon. Mais les parcs d'État sont tout aussi importants pour la vie quotidienne. Chaque État a des dizaines de parcs. Ils sont petits. Ils sont proches. Ils sont gratuits ou peu chers. Les familles y vont pour le week-end. Elles font des barbecues. Elles jouent au frisbee. Elles nagent dans les lacs. C'est là que la vraie vie avec la nature se passe. Les fêtes nationales se passent souvent dehors. Le 4 juillet, le jour de l'indépendance, les gens vont au parc. Ils font des pique-niques géants. Ils regardent les feux d'artifice le soir. Les parcs se remplissent de milliers de personnes. Des couvertures couvrent l'herbe. Les enfants courent partout. C'est chaotique. C'est bruyant. C'est parfait. Le jour de l'Action de grâce, certaines familles font des randonnées matinales avant le grand repas. C'est une tradition qui s'est développée. Une façon de faire de l'exercice avant de manger trop. Une façon de passer du temps ensemble dehors. Une façon de se connecter avec quelque chose de plus grand avant de se concentrer sur la nourriture et la famille. La nature américaine est donc accessible. Elle n'est pas réservée aux athlètes ou aux aventuriers. Elle est pour tout le monde. Pour les familles avec de jeunes enfants. Pour les personnes âgées. Pour les gens qui veulent juste marcher tranquillement. C'est une nature démocratique. Une nature qui accueille.
et c'est ce qui la rend spéciale. Elle n'est pas un lieu sacré qu'on visite une fois dans sa vie. Elle est un lieu ordinaire qu'on visite chaque week-end. Elle est là, disponible, patiente, attendant que les gens viennent la voir, la toucher, vivre avec elle. C'est ce que signifie avoir de la nature pour la vie. L'Amérique change au rythme des saisons. Pas juste le climat, pas juste les feuilles qui tombent. Tout change. Les villes se transforment. Les gens changent leur manière de vivre. Les routes qu'ils prennent deviennent différentes. Les endroits où ils vont changent complètement. L'automne en Amérique est obsédé par la décoration. Dès le mois de septembre, les magasins remplissent leurs vitrines avec des citrouilles, des cornstalks, des feuilles oranges en papier, des squelettes en plastique. C'est Halloween qui arrive. Mais avant cela, c'est la saison des citrouilles. Les familles vont dans les champs de citrouilles. Elles cherchent la citrouille parfaite pour décorer leur porche. C'est un rituel. C'est obligatoire. Les gens qui n'ont pas de citrouille se sentent étrangers. Halloween lui-même change les villes. Les gens sortent le 31 octobre. Ils se costument. Les enfants vont de maison en maison pour demander des bonbons. Les adultes vont aux fêtes en costumes ridicules. Les bars se remplissent. Les rues deviennent des fêtes improvisées. Les gens normaux se transforment en vampires, en zombies, en personnages de films. C'est une nuit où le monde ordinaire s'arrête et quelque chose de drôle et de légèrement effrayant commence. Puis vient Thanksgiving, le jour de l'Action de grâce. C'est un jeudi du mois de novembre. Et tout s'arrête. Les gens qui vivent loin de leur famille voyagent. Les routes deviennent impossibles. Les aéroports débordent. Les gares sont pleines. C'est le plus grand déplacement de gens de l'année. Tout le monde veut être avec sa famille ce jour-là. Thanksgiving change la géographie des villes. Les trajets habituels ne fonctionnent plus. Les gens prennent d'autres routes. Les restaurants servent des repas spéciaux. Les magasins ferment. Les places de parking disparaissent. C'est un jour où la normalité est suspendue. Et puis, le lendemain, c'est le Black Friday, le jour du shopping. Les magasins ouvrent avec des réductions folles. Les gens forment des queues la nuit avant. C'est la chasse aux trésors urbaines. Les gens cherchent les meilleures affaires. Certains campent dehors pour être les premiers à entrer. L'hiver arrive, et avec lui, les préparatifs de Noël. Les maisons se remplissent de lumière. Les rues se transforment. Des sapins de Noël apparaissent partout. Des décorations lumineuses brûlent pendant des heures chaque soir. Les centres commerciaux sont décorés comme des palais. Les gens écoutent de la musique de Noël, même s'ils ne l'aiment pas. C'est simplement ce qu'on fait en décembre. Noël en Amérique n'est pas juste un jour. C'est une saison entière. Elle commence en novembre et dure jusqu'au 25 décembre. Les gens achètent des cadeaux. Les parents gardent les enfants jusque tard la nuit pour terminer les cadeaux. Les maisons deviennent des labyrinthes de boîtes emballées. Les arbres de Noël remplissent les maisons. L'odeur du sapin est partout. Le jour de Noël, les familles se réunissent. Les gens qui voyagent toute l'année restent à la maison. Les rues se vident. Les magasins ferment. C'est étrange, une grande ville vide. Les gens cuisinent. Ils mangent. Ils ouvrent les cadeaux. Ils regardent les films de Noël. C'est un jour de calme relatif. Une pause du chaos urbain. Puis arrive le Nouvel An, le 31 décembre. Et soudain, la vie normale s'arrête à nouveau. Les gens veulent célébrer. Ils vont aux fêtes. Ils vont dans les bars.
ils vont au restaurant. Times Square à New York se remplit d'1 million de gens. Ils attendent minuit ensemble. Ils crient. Ils s'embrassent. C'est une folie organisée. Le 1er janvier, tout est calme. Les gens sont fatigués. Ils ont la gueule de bois. Ils prennent de résolutions qu'ils oublient une semaine plus tard. La vie normale recommence. Les routes redeviennent navigables. Les magasins rouvrent. La routine reprend. Le printemps apporte une excitation différente. Les gens commencent à utiliser les parcs. Les terrasses des restaurants s'ouvrent. Les gens mangent dehors. Les routes changent d'apparence. Les plantes fleurissent. C'est une renaissance physique. Les gens sortent après des mois d'hiver. Ils sortent de leur maison. Le 4 juillet est la fête nationale. L'indépendance des États-Unis. Les gens décorent tout en bleu, blanc et rouge. Les parades remplissent les rues. Les gens s'assoient sur les trottoirs. Ils regardent les chars qui passent. Les écoles marchent avec des musiciens. Les anciennes voitures de pompiers font dodo. Les majors twirlers lancent leurs bâtons en l'air. C'est une fête locale dans chaque ville. Le soir du 4 juillet, les feux d'artifice explosent partout. Pas juste une ou deux explosions. Des milliers. Les parcs se remplissent. Les gens s'allongent sur des couvertures. Ils regardent le ciel s'éclairer. Les enfants applaudissent à chaque explosion. C'est bruyant. C'est festif. C'est étrange et merveilleux. Le Memorial Day est un jour pour se souvenir des soldats morts. C'est un jour férié. C'est aussi le 1er jour du week-end prolongé de l'été. C'est pour cela que beaucoup de gens commencent l'été ce jour-là. Ils vont à la plage. Ils commencent l'été. Les routes vers les plages deviennent impossibles. Les villes côtières débordent. Le Labor Day, en septembre, marque la fin officielle de l'été. Même si le calendrier dit que c'est l'automne, les gens sentent que l'été s'arrête le Labor Day. Les gens ferment leurs maisons de plage. Ils vendent leurs glaces en moins. Les enfants retournent à l'école. La vie normale recommence. C'est une fin. C'est aussi un début. Et puis, il y a Thanksgiving. Le cycle recommence. Mais il y a aussi des choses plus étranges. Des fêtes régionales. Texas a son rodéo. Les gens viennent des milliers de kilomètres pour voir les cow-boys monter à cheval sur des taureaux. Ils regardent les rodéos. Ils mangent de la viande grillée. Ils portent des chapeaux de cow-boy. C'est une fête de la culture du Texas. La Nouvelle-Orléans a le Mardi Gras, le jour avant le Carême. Et avant le Mardi Gras, il y a des semaines de célébration. Les défilés remplissent les rues. Les gens se costument. Ils dansent. Ils mangent du roi gâteau. C'est une célébration de musique, de nourriture et de danse. C'est presque un monde différent. Beaucoup d'États ont des fêtes des fraises, des pommes, des cerises. Les petites villes se transforment pour ces fêtes. Les gens mangeant la nourriture locale. Ils achètent des fruits frais. C'est une célébration de ce que la région produit. Denver a un événement appelé le National Western Stock Show. C'est un rodéo, une exposition agricole, une fête. Les gens viennent à Denver pour ça. Ils voient des chevaux, ils voient des vaches, ils mangent de la viande, ils regardent les épreuves de rodéo. C'est une célébration de la vie agricole. Chaque grande ville a aussi son festival de films, son festival de musique, son festival de littérature. Ces événements transforment la ville. Les gens se rassemblent, les rues se ferment, les restaurants créent des menus spéciaux. C'est une effervescence, une chance de voir des artistes en personne.
une chance de rencontrer d'autres gens qui aiment la même chose. Et puis, il y a les petites choses. Le jour du travail, Noël noir, les soldes d'été, les moments où les magasins offrent des réductions spéciales. Les gens planifient leurs achats autour de ces dates. C'est devenu une partie du calendrier américain. L'Amérique est donc un pays où le calendrier détermine presque tout, où les fêtes changent la vie, où les saisons ne sont pas juste des changements de température. Elles sont des changements de vie entière. Ils changent où vous allez. Ils changent ce que vous faites. Ils changent comment vous vivez. C'est pour cela que l'Amérique bouge. C'est pour cela que la vie ne s'y endort jamais complètement. Il y a toujours quelque chose à venir. Il y a toujours une raison de célébrer. Le goût de l'Amérique n'est pas compliqué. C'est un goût qui s'oublie facilement, mais qui revient à chaque fois que vous y retournez. C'est un goût de sucre, de beurre, de viande, de café. C'est un goût qui dit quelque chose sur comment les gens vivent ici. Le matin commence avec le café. Un café noir, simple, pas trop sophistiqué. Les Américains boivent du café avec une conviction absolue que c'est nécessaire pour commencer la journée. Ils le boivent en quantité massive. Une tasse au matin. Une autre au milieu de la matinée. Peut-être une troisième l'après-midi. Le café américain n'est pas fort. C'est du café qui est allongé d'eau. Mais cela n'a pas d'importance. Le but est la caféine et la routine. C'est le rituel qui compte. Avec le café vient le petit déjeuner américain. C'est simple. C'est souvent malsain. Mais c'est délicieux. Les œufs, frits ou brouillés. Le bacon, croustillant, gras, sucré. Les toasts avec du beurre. Les pancakes avec du sirop d'érable. C'est lourd. C'est riche. C'est parfait pour commencer une journée de travail. Les Américains mangent cela presque chaque matin. Pas tous les jours, bien sûr, mais c'est le standard. C'est ce qui est servi dans les dîners le matin. Les dîners sont importants en Amérique. Ce sont de petits restaurants avec des box, des comptoirs, des cuisines ouvertes. Vous pouvez voir la nourriture se faire. Vous pouvez entendre le grésillement. L'atmosphère est chaleureuse et un peu usée. Les serveuses connaissent les clients réguliers par leur nom. Elles apportent le café avant même que vous le demandiez. C'est un lieu de communauté. Pas juste un endroit pour manger. Le déjeuner en Amérique est rapide. C'est souvent un sandwich, un hamburger, un hot dog, la nourriture à emporter. Les gens mangent au travail. Ils mangent en conduisant. Ils mangent en marchant. Ils ne s'arrêtent pas vraiment. Le but est de se nourrir rapidement pour continuer leur journée. C'est pour cela que la nourriture rapide existe en Amérique. C'est pour cela que des chaînes comme McDonald's et Burger King ont pris le contrôle du continent. Les hamburgers américains sont faits avec du bœuf haché. Pas du bœuf haché finement. C'est du bœuf haché grossier. C'est grillé sur un feu. C'est simple. C'est délicieux. Les gens débattent intensément où faire les meilleurs hamburgers. Chaque ville a ses restaurants préférés. C'est une religion presque. Les gens prennent cela sérieusement. Un bon hamburger n'est pas juste une nourriture. C'est une expérience. Les hot dogs sont un classique. Une saucisse, un pain, de la moutarde, du ketchup, du relish. C'est tout. Mais c'est délicieux, de façon inexplicable. Les hot dogs sont mangés chauds. Ils sont mangés au match de baseball. Ils sont mangés aux fêtes. Ils sont mangés dans la rue.
c'est la nourriture de l'Amérique. C'est un symbole. Les sandwichs sous-marins sont un autre classique. Du pain long, rempli de viande, de fromage, de légumes. C'est lourd. C'est savoureux. C'est ce que les gens mangent pour un vrai repas du midi. Les gens en débattent aussi. Quel est le meilleur sous-marin? Quel restaurant le fait correctement? C'est une question sérieuse. Le dîner est différent. C'est le repas principal. C'est plus élaboré. C'est souvent de la viande grillée ou rôtie, du poulet, du bœuf, du poisson. Cela vient avec des légumes, des pommes de terre, de la salade. C'est un repas de famille. Les gens s'assoient ensemble. Ils mangent ensemble. Ils parlent ensemble. C'est ce qui tient la famille unie en Amérique. Le dîner. En été, le barbecue est le rituel social. Les gens grillent de la viande dans leur jardin. Les voisins viennent. Ils apportent des plats à partager. C'est une tradition. C'est une façon de passer du temps ensemble. Le but n'est pas tant la nourriture que l'être ensemble dehors. La viande est du prétexte. Les desserts américains sont succulents et sucrés. Les tartes, les gâteaux, les biscuits, les brownies, ce sont des choses que les gens font à la maison ou qu'ils achètent dans les boulangeries. Chaque région a ses spécialités. Le Sud a ses tartes à la mélasse. La Nouvelle-Orléans a ses beignets sucrés. Les petites villes ont leurs recettes transmises de génération en génération. La pizza est partout. C'est devenu plus américain que italien. Les Américains mangent de la pizza. Beaucoup. C'est rapide. C'est bon marché. C'est délicieux. Chaque endroit en Amérique a une pizzeria. Chaque pizzeria jure que la sienne est la meilleure. Les gens argumentent sur le style de pizza. Est-ce que le fromage doit être croustillant sur les bords? Est-ce que le sauce doit être sucré ou salé? C'est une question importante. Les sodas sont la boisson de l'Amérique. Le Coca-Cola, le Pepsi, les gens les boivent avec leur repas. Ils les boivent comme collation. Ils les boivent parce qu'ils ont soif. Les verres sont énormes. Une portion de soda aux États-Unis est 2 fois plus grande qu'en Europe. C'est sucré. C'est sucré à l'extrême. Mais c'est ce que les gens boivent. Les milkshakes sont aussi une spécialité. Des laits épaissis avec de la crème glacée. Ils sont succulents et sucrés. Les enfants les adorent. Les adultes les adorent. Ils sont mangés dans les restaurants de hamburgers. Ils sont mangés après l'école. Ils sont mangés comme célébration. Un bon milkshake en Amérique est une chose mémorable. Et maintenant, les souvenirs. Ce que les gens achètent quand ils quittent l'Amérique. Les choses que les touristes achètent reflètent ce qu'ils pensent que l'Amérique est. La statue de la liberté. Les petites statues en plastique. Les mugs avec la statue de la liberté. Les t-shirts avec des monuments. Ce sont les choses les plus communes. Les gens les achètent sans vraiment y penser. C'est juste ce qu'on fait. Les t-shirts sont les souvenirs les plus populaires. Un t-shirt du Grand Canyon. Un t-shirt de Las Vegas. Un t-shirt de New York. Les gens les achètent et ils les portent même à la maison. Ils deviennent des vêtements d'intérieur. Ils deviennent des rappels. Chaque fois qu'on les met, on repense au voyage. Les chapeaux de cow-boy du Texas. Les gens qui visitent le Texas achètent des chapeaux. Même s'ils ne vont jamais porter un chapeau de cow-boy, ils l'achètent. C'est un symbole du Texas. C'est un symbole de l'Ouest. Les souvenirs de la Nouvelle-Orléans sont différents. Les perles, les masques de Mardi Gras, les petites statuettes vaudou. Les gens achètent cela parce que la Nouvelle-Orléans est mystérieuse. C'est exotique.
c'est différent du reste de l'Amérique. Les bijoux avec des pierres turquoises du Nouveau-Mexique et de l'Arizona. C'est de l'artisanat local. C'est fait par des peuples autochtones. C'est considéré comme authentique. Les gens l'achètent parce qu'ils aiment le design, parce qu'ils veulent soutenir les artisans locaux, les produits locaux, les confitures du Vermont, le sirop d'érable du Canada, le café de Louisiane. Les gens achètent cela parce qu'ils veulent continuer à goûter l'Amérique quand ils rentrent chez eux. C'est un goût qui persiste, les petites choses, les pièces de monnaie commémoratives, les timbres, les photos. Les gens achètent du papier aussi, du papier avec des images d'Amérique. Ils achètent des livres, des guides, des cartes postales qu'ils n'enverront jamais, les jouets américains, les Barbie, les jouets Disney. Les enfants les achètent parce qu'ils sont différents de ce qu'on trouve à la maison, parce qu'ils viennent d'Amérique. Et puis, il y a les choses intéressantes. Les plaques d'immatriculation. Les gens les achètent même si c'est techniquement illégal. Les enseignes au néon des motels abandonnés. Les pièces détachées de voitures anciennes. Les gens achètent des morceaux de l'Amérique elle-même. Mais les vrais souvenirs ne s'achètent pas. C'est dans la mémoire. Le goût du café américain. La sensation de conduite sur l'autoroute. Le son de la musique. L'image d'une ville. L'atmosphère d'une rue. Ces choses restent. Ces choses reviennent quand on pense à l'Amérique. C'est pour cela que les gens reviennent. Ce n'est pas pour les souvenirs qu'ils achètent. C'est pour les souvenirs qu'ils créent. C'est pour recréer cette sensation, cette atmosphère, ce goût. L'Amérique ne s'oublie pas facilement. Elle s'installe dans votre mémoire. Elle vous appelle. Et finalement, vous y retournez.